Il y avait si longtemps que le père Sylvain était là, si longtemps que l'on avait du mal à imaginer le petit local de la rue du Pont de Lodi sans lui. Aumônier de la Jacques et du mouvement familial rural en Aveyron, il a accompagné pendant plus de 40 années de son amour fraternel et inconditionnel de jeunes franciscains qui désiraient être missionnaires au Brésil et marcher sur les traces d'un évêque originaire de Fauch-en-Albigeois, Monseigneur Rey. Il évoquait simplement un passé parfois douloureux. Là a éclaté un petit drame tout intérieur. Rompre avec un milieu, ce n'est pas facile, surtout si on veut le faire doucement, comme c'était bien mon intention. Mais nous y étions portés parce que nous avions déjà au Brésil un évêque missionnaire qui s'appelait Monseigneur Rey et qui avait séduit les jeunes par ses lettres, par ses visites. Les jeunes étaient emballés et pensaient que cet idéal missionnaire allait pouvoir se réaliser très facilement. Ils poussaient de l'avant et certains freinaient cette avancée des jeunes. Et moi-même, j'ai vu que pour ces jeunes, pour les sauver, il fallait leur donner un travail missionnaire à faire, sinon ils ne resteraient pas. Et j'ai pris un petit peu leur parti, un petit peu, je dis bien, parce qu'un jeune exagère toujours quand il a des choix à faire. J'ai pris un peu leur parti tout en leur recommandant la prudence dans cet éveil missionnaire. Et voilà que, pour vaincre les obstacles, il a fallu quand même faire un pas en avant. Il a fallu se séparer momentanément de milieu pour pouvoir être libre de réaliser notre idéal. L'aventure de l'équipe de la mission d'Amazonie commence en 1960, avec la venue en France de Monseigneur Rey, évêque de Guajará-Mirim. Il espère alors pouvoir ramener avec lui plusieurs jeunes prêtres volontaires pour la mission. Leurs supérieurs religieux refusent de les laisser partir à cause du manque de prêtres pour ces œuvres en France. Déçu par tant d'incompréhension, Monseigneur Rey prend alors une décision audacieuse et même imprudente. Il prend sous son autorité d'évêque ces religieux qui désirent tant s'engager dans sa mission. Ils sont 10 en tout, prêtres et étudiants en théologie, qui acceptent de partir à la rue pour le suivre. Et c'est le père Sylvain Dourel qui réussit à maintenir ce groupe uni autour de Monseigneur Rey et sauve aussi, matériellement, sa mission par la création de la lettre d'Amazonie. Ah, vous voulez être missionnaire, m'a-t-on dit, plus pleinement. Eh bien, vous n'avez qu'à faire un choix. Et le supérieur général de Rome, qui était un homme excellent, qui nous aimait bien, m'a dit, si vous voulez réaliser cet idéal, vous le pouvez. Mais je vous avertis, il faudra aller à la rue. J'ai été stupéfait moi-même de la sérénité avec laquelle je lui ai répondu. Il faut aller à la rue, eh bien, nous irons à la rue. Parce qu'on ne veut rien vous donner. Mais je l'ai fait sereinement, sans aucune crainte. Et c'est là où notre travail antérieur avait beaucoup servi. Nous étions déjà, nous avions constitué déjà entre nous une équipe d'amitié très solide. Nous savions que nous pouvions compter les uns sur les autres. Pour aller à la rue, cependant, il faut des compétences pour se tirer de la rue. Oui. Et nous sommes allés cependant à la rue. Mais je savais qu'un tel était très brillant à l'affaire. Un autre savait bien écrire. Un troisième avait le don des contacts. Quelque chose me disait qu'ensemble, ce qu'un seul n'aurait pu faire tout seul, c'est à la louange de l'amitié, que j'aime exalter, à plusieurs nous y arriverions. Et je n'ai jamais eu à m'accrocher avec lui, si j'ose parler d'accrochage, parce qu'il était très bienveillant pour moi, et je l'étais aussi pour lui, qui voulait nous empêcher de souffrir. Parce qu'aller à la rue, c'est vite fait, c'est très facile, il faut en sortir, si on veut faire quelque chose. Faire connaître cette mission, créer un courant de sympathie et d'énergie fut un travail considérable. Et pour un Aveyronnais, cela ne pouvait se faire qu'à Paris. C'est avec Gérard Verdier, aujourd'hui évêque de Guajará-Mirim, que le père Sylvain monta à la capitale. Je suis monté avec une vieille 2 chevaux, que Monseigneur Rey, dans le temps, m'avait offerte, une 2 chevaux qui avait fait 200 000 kilomètres. C'était le seul objet qui m'a permis de prendre au service de la mission.
J'ai pu prendre ma petite de chevaux. Et un certain soir, de la Saint-François, 4 octobre 1960, nous sommes arrivés à Paris. Dans la pauvreté quasi franciscaine. Totalement franciscaine. Nous avions même beaucoup moins qu'à notre couvent. Mais nous étions heureux. Pourquoi? Nous étions un groupe d'amis. Les uns par les autres, on se donnait du courage. On n'a pas douté un seul instant de notre réussite. Et cependant, je le répète, nous n'avions rien. Et il fallait immédiatement fonder un bulletin pour nous faire connaître. D'une petite circulaire de départ, on évolua très vite vers une revue de 16 pages. Sans argent, mais avec foi et tranquillité, le père Sylvain poursuivit son travail. Je suis allé trouver un imprimeur, un bonhomme qui avait été président des anciens de Verdun. C'était un bon homme, un bon officier. Il me dit, père, la première année, je vous publierai la revue sans rien vous faire payer. Mais vous me paierez ensuite, va-t-il ajouter. Lui aussi avait fait confiance. Oui, il faisait confiance et moi je faisais confiance. Et voilà que le premier numéro est sorti. Nous l'attendions impatiemment. Ça, il est sorti le 1er avril 1962. Hein. Il est sorti, il a obtenu un plein succès. Mais j'avais fait un choix d'article quand même privilégié. Nous présentions Monseigneur Rey, nous présentions les principales œuvres missionnaires, tout ça. Et dans un style qui pouvait plaire à nos lecteurs. Dans un style qui pouvait plaire. Alors là, au contraire de ce que font certaines revues, c'est à elles de voir, nous avions pris un style tout simple. Un style qui n'était pas du tout moralisant. Un style que n'importe qui pouvait comprendre, qui pouvait plaire à toutes les classes de la société. On m'avait dit au cours de nos sessions, j'avais assisté à une session de presse, notre langage ecclésiastique est trop compliqué. Il est tellement compliqué que le message ne passe pas. Alors, nous avons pris un style simple. Moi-même, au cours de mes prédications dans les paroisses rurales chez nous, j'avais acquis cette conviction que nous étions trop compliqués dans nos sermons. Et j'ai pris un style des plus simples. Mais je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'espérer. Et que trop souvent, on leur montre d'abord ce qui ne va pas. Je me suis bien promis dans notre revue de mettre les choses positives, ce qui donne espoir aux gens. Il y en a de l'espoir, tout le monde en a en soi de l'espoir. Pourquoi le tuer? Pourquoi ne pas le cultiver un petit peu? Voilà pourquoi dans notre mission, nous ne cachons pas la vérité, mais nous disons surtout ce qui va bien. Et nous faisons allusion à ce qui va moins bien. On est bien assez porté à deviner ce qui ne va pas bien, vous voyez? On le devine très facilement. Et voilà comment nous avons lancé une revue très proche des gens. Et tous les milieux s'y sont intéressés. Nous avons parmi nos lecteurs des gens de la bourgeoisie, des professionnels, nous avons des ingénieurs, nous avons des ouvriers, nous avons des paysans. Tous les milieux s'y intéressent. Notre revue est en dehors de tout milieu. À l'époque de la spécialisation de l'Action catholique, nous allions au-delà de l'Action catholique. Vous étiez intermilieu. Voilà. Nous avons jugé bon d'essayer de toucher tous les milieux. Et nous y avons, avec la grâce de Dieu, réussi. Et si nous avons réussi, ce n'est pas d'une façon abstraite. Si nous y avons réussi, c'est que j'ai voulu qu'on fasse faire écrire les missionnaires de là-bas. On m'a dit, vous voulez que votre revue soit lue, écrivez vous-même le moins souvent possible, mais faites écrire les autres. Là encore, vous étiez serviteur. Alors, oui. Et j'en ai éprouvé le besoin, d'autant que moi-même, je connaissais bien, j'avais fait de rapides visites à la mission, mais je la connaissais assez peu. Il fallait faire écrire des gens sur le terrain, des gens qui étaient en première ligne, comme me disait Monseigneur Rey. Nous étions que l'intendance, et quelquefois il a méprisé un peu l'intendance, et cependant il était bien heureux de l'intendance. Elle est utile aussi. alors, Monseigneur Rey, bien entendu, approuva cette revue quand nous l'avons publiée la première fois. Sans être journaliste, son intuition l'a orienté sur le concret, le vécu, salué par un article dans La Croix sous la signature de l'académicien Daniel Rops. Le père Sylvain poursuivit son œuvre, il se procura un carnet d'adresses et dès la fin de la première année, les frais étaient couverts. La revue tirait à 80 000 exemplaires. Nous avons joué le jeu de la confiance. Si dans notre société on jouait le jeu de la confiance, les choses iraient mieux. Parce qu'on m'avait dit ça ne tiendra pas.
la première gérante de notre bulletin, une excellente dame, directrice d'école publique, Mademoiselle Legrand, voulait que je demande leur réabonnement la seconde année. J'ai dit, Mademoiselle, jamais de la vie, ne faisons pas ça. Attendons que les gens soient prêts. Sinon, ils ne se réabonneront pas. Et à la fin de sa vie, elle me disait, vous avez bien raison, elle est décédée maintenant, elle le croyait bien faire. Mais alors j'ai joué le jeu vraiment de la confiance, et nous continuons. Il y a plus de 30 ans quand même. Les réalisations qui ont vu le jour sont nombreuses. Centre d'apprentissage, hôpital, école, soutien du travail missionnaire, communauté rurale. La vie se poursuivait et parfois renaissait à 16 000 km de Paris grâce à une action soutenue par un petit bonhomme s'effaçant sans cesse devant le travail accompli. Il était là, certes, mais ne cessait d'aider l'autre par sa présence, son obstination et son bon sens rayonnant. J'essaie de répondre à tous les besoins de la mission, successivement, mais que tout y passe. Parce que toute la mission est soutenue par les appels que nous faisons. Et vous avez le souci de veiller à ce que personne Voilà. ne reste dans l'ombre, parce que Voilà. c'est le travail d'équipe qui est premier. Oui, voilà. Alors là-dessus, là, voyez, vous nous rendez un grand service et vous faites connaître la mission, vous autres, les journalistes. Quelquefois, vous m'ennuyez un peu, mais... Je vous remercie pour votre sincérité. Je vous en remercie. Parce que vous me donnez l'occasion de mettre en lumière certains de nos missionnaires qui n'y sont pas suffisamment. Et j'aimerais que votre témoignage, justement, les aide un peu à sortir de l'ombre, parce que parmi les missionnaires, c'est comme parmi tout homme ici-bas, il y en a qui écrivent plus ou moins. Certains font un travail considérable et ne prennent pas le temps ou n'ont pas le goût de le faire savoir. D'autres écrivent bien volontiers. Alors nous voudrions qu'à l'occasion de ce film, vous voyez qu'il y a d'autres missionnaires qui ne sont pas si souvent nommés, mais qui ont un travail considérable. Je pense à certains de nos frères convers, vous voyez, qui ont fait un travail énorme. Je pense à Michel et tant d'autres. Et alors à ceux-là, ou à d'autres, qui sont très maladroits dans la rédaction, mais qui ont une action très profonde, hein, très profonde. Alors cela, je voudrais que le film les mette un peu en relief. Parce qu'ils ont souvent, s'ils n'ont pas la délicatesse de la plume, ils ont la délicatesse du cœur, laquelle est première. Et puis il y avait les lettres, 10 000 par an. L'objectif était d'adresser un petit mot à chacun. Pas toutes, mais le plus que nous pouvons. Je dois vous dire que là où je prendrais le plus de plaisir, ce serait à faire ces réponses. Je me régale à écrire, ça ne me coûte pas. Quand je suis en face de quelqu'un, qu'il a une pensée, je sais à qui j'ai affaire, au bout d'un certain nombre d'années, on connaît ces lecteurs. Je prends plaisir à leur répondre. Oui. Quand j'écris à mes correspondants, je les sens en face de moi. Et je les sens plus plaisants que lorsque je ne leur écris pas, vous voyez. Alors, quand je suis très fatigué, par exemple, je ne répondrai pas à une lettre très personnelle parce que je suis trop fatigué. J'attends d'être mieux pour leur écrire une lettre vraiment personnelle. Je ne peux pas la faire à tous, mais je sais qu'il y en a qui l'attendent. Oui. Alors je le fais. Parce que certains nous confient leurs difficultés, leurs chagrins, leurs bobos et tout. Leurs drames de conscience et tout ça. Oui. Le courrier est quelque chose de très enrichissant pour celui-même qui le fait. Oui. Là, il y a beaucoup à faire. Mais souvent, quand même, il ne faut pas exagérer. Nous recevons trop de lettres pour pouvoir répondre personnellement à chacun. Il économisait sur tout, sauf sur sa capacité à aimer. Il savait, lui, que c'est la seule chose que nous pouvons distribuer sans compter jusqu'à la fin du passage sur la terre. C'est ce qu'il fit simplement, humainement, sans jamais oublier, avec un brin de nostalgie, d'où il venait. Et là, moi, j'ai vadrouillé souvent, je me suis occupé de cette paroisse, oui. Je me suis occupé de 4 paroisses. Je connaissais tous les paysans du coin, ça avait une certaine saveur. C'est le Tarn? Oui. Alors, il arrive ici, de ce côté-ci, il vient de l'Aveyron, là, oui. Il fait le tour, il y a 3 km, oui, et il revient au point de départ. Et ici, on a installé une usine électrique qui utilise la dénivellation. Ah, d'accord. Quand j'ai lancé cette revue, j'en ai fait le tour de ma vie. J'ai renoncé à une petite passion, c'était une petite passion, Oui. notamment à la passion de la voiture. Oui. Depuis que je suis à Paris, je ne me sers plus de voiture. Vous avez délaissé votre 2 chevaux? Voilà.
J'aimais la route chaude, elle me libérait. Pouvoir partir seul sur une route. C'était votre désert portatif. Voilà. J'y ai renoncé parce que si tu es embêté à Paris avec une voiture, que tu crèves, que tu embêtes quelqu'un, que tu attrapes des amendes, ça va te démolir. Parce que je n'aime pas la mécanique, moi. Au contraire du père Damien, qui est un mécanicien de première, qui adore ça. Moi, je n'aime pas la mécanique. Je m'y intéresse juste un minimum de ce qu'il faut. Et alors, je me dis, si tu as la voiture, tu seras embêté. Je préfère me faire conduire, vous voyez. Pour moi, ça a été un gros sacrifice. Et parce que j'avais, je crois, avoir assez le don des contacts. J'adorais les contacts, vous voyez. Évidemment, la voiture nous donne la possibilité d'avoir des contacts avec n'importe qui, n'importe quand on veut. J'étais adolescent, j'étais en classe de quatrième, troisième, je ne sais pas. Nous allions en promenade dans le petit collège d'Ambialé. Ouais. Et je ne sais pas, il y avait eu des conflits au collège, je ne sais pas quoi, mais je m'étais rendu compte que quand ces conflits, on essayait de l'étudier ensemble, dans l'amitié, tout se résolvait très facilement. M'est venue l'idée, il m'a dit, mais tous les problèmes par l'amitié peuvent se résoudre très facilement et très bien. Alors je me suis dit d'abord, constituer au lieu de la promotion personnelle que nous prêchons trop souvent, une promotion collective, à plusieurs, on résoudra toutes les difficultés, parce qu'à un seul, on ne peut pas, si doué soit-on, si intelligent soit-on, voyez. Et si on est à plusieurs, si on se soutient au moment où ça va mal, c'est à ce moment-là que l'on arrive à solutionner les questions les plus épineuses. Voyez. Vous arrêtez l'exemple avec votre ami, là. Vous l'aidez dans sa difficulté, vous ne le laissez pas tomber. L'amitié fait ça. Et quand il a été question pour constituer notre petit groupe missionnaire, grâce à l'amitié, nous avons pu repartir à zéro. Mais un seul n'aurait pas pu repartir à zéro. La charité, c'est essayer de comprendre le point de vue des autres. Tous les points de vue des autres. D'abord, le point de vue, pas seulement une petite action, mais il y a des actions qui s'imposent en même temps. Mais la charité, c'est l'ouverture à tous les autres et au point de vue des autres. Au moins qu'on sache les écouter, ce qui ne veut pas dire le partager toujours, mais au moins l'écouter. Hein. Si on l'écoute, déjà, c'est bien difficile qu'on n'en prenne pas un brin de leur point de vue, parce que dans tous les points de vue, il y a quelque chose de vrai, dans tous les points de vue, sauf que des esprits aberrants, des esprits faux. Voyez. Alors, la charité, c'est la grande vertu. D'abord, les gens vraiment ouverts. On a employé ce mot charité, on préfère employer le mot solidarité. Je sais bien parce qu'on croit que la solidarité exprime tout, mais il y a des solidarités qui ne partagent rien avec les autres, qui ne partagent que le geste matériel. Et le geste du cœur ne suit pas. Alors il faut que tout suive. C'est ça. C'est pas simplement une décision personnelle. Voilà. Non, il y a aussi une part de l'autre, et pour nous de Dieu qui passe. Voilà, et voilà exactement. Les points de vue doivent se partager. Seulement, le dialogue souvent ne va pas jusqu'au bout. Oui. On fait la charité souvent à quelqu'un pour se débarrasser de lui, au lieu d'entrer dans sa vie. Entrer dans la vie de l'autre sans l'assommer quand même de sa présence. Hein. Et quand on entre dans la vie de l'autre, on se dérange. Eh oui, ça dérange beaucoup. On se dérange beaucoup. La solidarité. Et ça, à mon avis, la solidarité ne dit pas assez. D'ailleurs, remarquez-le, dans le mot solidarité, il y a le mot solus, on reste seul. Or, on ne doit pas être seul. On se sauve tous ensemble. Dès lors qu'autour de l'évêque, il y a 2 ou 3 prêtres qui s'intéressent vraiment aux vocations d'une manière concrète, qui suivent les vocations, ils ne s'en tireront pas. Mais s'ils ont 2 ou 3 prêtres qui s'intéressent aux vocations, ils s'en tireront tous. Parce que le jeune est toujours appelé, il est séduit par un idéal. Évidemment, en pays de mission, ils sont un peu favorisés, il faut bien le dire, parce qu'en pays de mission, quand même, être prêtre, il faut le dire, il faut être très modestement, c'est une promotion sociale. Ça reste ça. Et par exemple, le Colorado, c'est une promotion de devenir prêtre. Ça l'était il y a quelques années en France aussi. Oui, et ça l'était, et ça ne l'est plus. Mais ça, il ne faut pas abandonner ça, vous voyez. Et même en France, c'est peut-être une promotion. Un jeune qui se sent aimé, ce sera pour lui une promotion de sentir qu'il va dans un milieu où il sera aimé. Mais il faut lui faire sentir ça. Il ne faut pas le lui raconter. C'est là où ça devient plus difficile. Il faut lui faire partager. Partager, ça y est.
tenais avec Gérard, son ami, je crois pouvoir le dire. Mais nous partageons tout, vous voyez. Pourtant, il était en France, il était capable d'être un bon prêtre, excellent prêtre, réussir en France, comme il réussit là-bas, vous voyez. Mais il faut tout partager, il faut qu'un jeune se sente aimé. Certainement, Gérard sentait que je l'aimais. Je n'ai pas peur de le dire. Alors évidemment, on est entraîné, mais si vous vous sentez aimé par personne, alors vous faites le sacrifice des forces vives que vous avez en vous, voyez, ça peut vous coûter. C'est terrible, seulement pour arriver à l'amour fraternel, en réalité, ça semble facile. C'est la chose la plus difficile du monde.